Binge Audio. La mémoire des conflits qui ont agité la planète ces 20 dernières années a tendance parfois à s'effacer. Qui, par exemple, se souvient avec précision de ce qui s'est produit au début des années 2000 au Soudan, lorsque le conflit entre le gouvernement et les rebelles de la région du Darfour a viré à la guerre civile. Cette guerre, dont le souvenir s'étiole, elle a pourtant décimé la zone, qui aujourd'hui est en proie à un nouveau conflit dévastateur et à une nouvelle crise humanitaire d'une ampleur gigantesque, pire encore qu'en 2003. Cette année-là, les organisations internationales ont alerté et se sont déployées en urgence sur place. Parmi elles, aux premières loges, Médecins sans frontières, qui va écrire là un chapitre très important de sa longue histoire. Pour comprendre ce qui s'est joué au Darfour il y a 20 ans, Ronnie Broman, ancien président d'MSF et analyste très rigoureux des questions d'aide humanitaire, a accepté de remonter le fil de ses souvenirs dans cet épisode, fabriqué en partenariat avec MSF. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Et comme pour les précédents épisodes où nous évoquions le Rwanda et la guerre en Bosnie et que vous retrouverez dans le flux de Programme B, comme les fois précédentes, donc on a commencé en écoutant avec Ronnie une archive qui date du printemps 2004. Que se passe-t-il au Darfour, dans cette région de l'ouest du Soudan ? Un génocide est peut-être en cours. Selon certains responsables de l'ONU, l'armée soudanaise se livrerait à un véritable nettoyage ethnique qui aurait déjà fait des milliers de morts. Au Soudan, depuis 7 ans, un conflit perdure entre le sud chrétien et le nord musulman. 10 000 morts, plus de 700 000 réfugiés, c'est le bilan selon des sources humanitaires des affrontements qui opposent depuis 1 an au Darfour, région chrétienne du Soudan, des groupes rebelles aux forces gouvernementales. Plus personne dans les villages, les habitants ont fui les massacres perpétrés par les milices arabes armées par le gouvernement. De son côté, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies vient d'adopter une déclaration au contenu assez vague. Selon le texte, Khartoum doit s'engager à neutraliser les milices armées. Pas de mise en demeure donc malgré les pressions des États-Unis. Un texte acceptable doit condamner, je dis bien condamner ce nettoyage ethnique et doit demander au gouvernement soudanais d'arrêter ces massacres. Le point de départ de cette alerte un peu internationale, c'est une prise de parole d'un monsieur qui s'appelle Mukesh Kapila, qui était l'envoyé spécial des Nations Unies au Darfour pour essayer de trouver une solution à ce conflit qui s'éternisait. Quel souvenir tu gardes, toi, Ronnie, de cette période ? Là, on est au printemps 2004, quand en gros la communauté internationale commence à s'alarmer de ce qui se passe au Darfour. Il y a pas mal de souvenirs qui me remontent à l'esprit, mais le premier est notamment activé par l'archive qu'on vient d'entendre. C'est celui d'une très grande confusion de tout. Là, par exemple, dans cette archive-là, il y a une confusion folle entre 2 conflits différents, mais qui se déroulent tous les deux au Soudan. Le conflit avec le Sud, devenu indépendant, et qui avait une certaine dimension religieuse, puisqu'il y avait une majorité de chrétiens dans le Sud et une majorité musulmane dans le Nord. Mais enfin, la dimension religieuse est quand même pas du tout dominante là-dedans, mais enfin, elle existe. Alors qu'au Darfour, pas du tout. Au Darfour, ce sont intégralement des musulmans. Le Darfour, c'est à l'ouest, le Nord et l'ouest sont presque intégralement musulmans. Donc déjà, on voit, et ça a été énoncé à plusieurs reprises, le Darfour décrit comme une guerre de religion. Les Arabes musulmans du Nord viennent opprimer, forcer à la conversion ou détruire les chrétiens du Sud. Non, au Darfour, il n'y a pas de chrétiens, et même d'une certaine manière, au Darfour, on se présente volontiers comme étant plus pieux, plus respectueux des commandements divins que dans la grande ville de Khartoum, où les gens font n'importe quoi, etc. Où là, on est plus rigoriste, etc. Donc déjà, cette première confusion. La deuxième chose, c'est en effet l'appel lancé par Mukesh Kapila en mars-avril 2004, c'est-à-dire à l'occasion du 10e anniversaire du déclenchement du génocide Tutsi
du Rwanda. Il le fait 10 jours avant, effectivement, 10 jours avant la cérémonie qui est prévue aux Nations Unies, d'ailleurs, à ce moment-là. Tout à fait. Et c'était en effet assez bien vu, d'autant que le conflit de Darfour était déjà en cours sous sa forme la plus violente depuis, en gros, 2003, sachant que cette province occidentale du Soudan a, depuis des décennies, été méprisée, négligée, comme l'était d'ailleurs le Sud et comme l'est également l'Est. La société du nord du Soudan, de Khartoum et du nord qui va vers l'Égypte, a toujours dominé le pays et considère ces marches périphériques, ces populations un peu éloignées de la capitale, comme des ploucs, des gens qui sont là pour les servir et qui n'ont de fait aucun droit. Et c'est par rapport à ce mépris politique, ce mépris économique, que le soulèvement au Darfour a eu lieu comme une sorte de revendication de partage de la ressource et du pouvoir. C'est-à-dire de la ressource économique, l'eau, les cultures, les ressources minières, etc. Et puis la participation à la décision, c'est-à-dire les ressources politiques. Voilà l'essentiel des revendications que je présente sous un angle très légitime, parce qu'il me semble qu'elles l'étaient et qu'elles rendent intelligible ce conflit. Et les nordistes, ceux qui avaient le pouvoir à Khartoum, ont répliqué à ces demandes par la répression. Et donc c'est une guerre de contre-insurrection extrêmement violente qui est menée à partir de 2003. 2003 étant une résurgence d'un conflit qui avait déjà eu lieu dans les années 80, qui s'était plus ou moins apaisé et qui repartait en 2003. Et entre 2003 et 2004, se sont produites l'essentiel des violences. La mortalité par violence a été maximum, avec l'usage de milices dites arabes, les fameux Janjaweed, ces milices à cheval qui tuent et qui détruisent, qui avaient déjà été utilisées largement par le pouvoir nordiste dans sa guerre menée contre le Sud, qui avaient été ramenées du Sud et qui devaient être récompensées par l'octroi de terres qui étaient volées aux paysans, aux agriculteurs du Darfour, disons la partie sédentaire de la population du Darfour par rapport à la partie nomade. Les nomades ont été instrumentalisés par le pouvoir central et utilisés comme paramilitaires, comme milices supplétives, faisant le sale boulot. Notamment parce qu'au sein de l'armée soudanaise, il y a pas mal de Darfouriens, pas mal de gens qui sont originaires du Darfour et qui n'étaient pas enclins à venir massacrer en masse. Donc les grands massacres, les grandes opérations de terreur, de tuerie, d'expulsion, elles ont lieu en 2003 jusqu'en 2004. Et d'une certaine manière, quand sonne l'alarme sur le génocide, on peut considérer que l'essentiel des actes violents a été déjà commis, non pas parce qu'il viendrait à saturation, mais parce que l'essentiel des terres qu'il fallait vider et des populations qu'il fallait chasser, donc, l'a été. Donc c'est un peu tardif. Il n'en reste pas moins que c'est un appel qui est très bienvenu parce que c'est celui qui vient rompre le silence de plomb qui règne sur ce conflit dont tout le monde se contrefiche a priori, notamment parce que il vient troubler un ordre qui est en train de se mettre en place, qui est celui des négociations de paix entre le Nord et le Sud. Le Sud qui, après 25 ans de guerre quasi ininterrompue, est en train de conquérir son indépendance. Alors que je le signale, c'était pas l'indépendance qui était à l'ordre du jour, mais là aussi, le partage de la décision et de la ressource avec le Nord. Le Sud ne voulait plus être méprisé. Il ne voulait pas être séparé. John Garang, qui était le grand leader du Sud-Soudan, qui est devenu le Soudan du Sud maintenant, c'est un pays, n'était pas un indépendantiste. Il voulait un pouvoir fédéral dans lequel on respecte les différents éléments de la fédération. C'est vraiment très important parce que c'est quand Garang a disparu dans un accident d'hélicoptère, ce sont d'une certaine manière les radicaux un peu tribalistes qui ont pris la relève, aidés par les évangéliques nord-américains, lesquels ont financé, soutenu ce qui est devenu une guerre séparatiste.
Et c'est eux qui ont voulu un État chrétien dans le sud. Les évangéliques nord-américains qui ont joué un rôle dans le lobby, dans le financement, dans la stratégie de persuasion extrêmement important et qui se retrouvent là encore à faire campagne sur le thème du génocide au Soudan. Mais l'administration américaine, elle est surtout soucieuse d'inscrire à son palmarès un traité de paix entre Khartoum et Djouba, entre le Nord-Soudan et le Sud-Soudan, en particulier parce qu'ils apparaissent comme une puissance belliciste du fait de l'intervention en Irak. Donc inscrire à son tableau de chasse un important accord de paix dans un grand pays africain, ça n'était pas négligeable. D'un autre côté, l'accusation de génocide contre un grand pays arabe, le Soudan du Nord est considéré comme un grand pays arabe, si la notion d'arabe s'étend un peu partout, c'était intéressant parce que ça permettait d'inscrire l'intervention américaine en Irak comme faisant partie d'un ensemble de guerres de civilisation contre les génocidaires, les détenteurs d'armes de destruction massive, les barbares, les ultra-violents, etc. Donc il y avait un ensemble là qui était cohérent, mais qui était contradictoire dans l'interne. Il fallait préserver Khartoum pour préserver l'accord de paix avec le Sud, et stigmatiser Khartoum pour le joindre dans un ensemble hostile qu'il fallait, en quelque sorte, contrôler, sur lequel il fallait installer son hégémonie. Donc on a une histoire politique extrêmement troublée. Reste que c'est l'accusation de génocide qui l'emporte, et avec des effets, disons, positifs et négatifs. Ces appels lancés par l'ONU en 2004 ont changé considérablement le profil de l'opération d'aide, car jusqu'alors, les visas étaient contingentés, les organisations humanitaires, MSF par exemple, on était très peu nombreux. Enfin, on pouvait recruter localement un petit peu, mais ça ne permettait pas d'étendre l'action. On avait droit à une demi-douzaine de visas. Enfin, l'action était presque purement symbolique. Et à partir de 2004, et tout au long de l'année 2004, on a vu s'élargir le dispositif humanitaire grâce à l'octroi de visas, aux autorisations accordées par Khartoum. À ce moment-là, les choses se calment et le déploiement se met en place et donne lieu à la plus grande opération d'aide humanitaire depuis 1945, en gros, depuis la fin de la guerre et l'énorme et le gigantesque déploiement de ce qu'elle est devenue l'ONU dans les territoires occupés, libérés par les Alliés en 1944-1945. Donc ça, on arrive en 2004-2005 à environ 1 millier de travailleurs humanitaires expatriés et 10 000, voire à certains moments 12 000 travailleurs soudanais, employés soudanais des organisations humanitaires. Donc ça fait 14 000 personnes qui, au Darfour, se lèvent chaque matin avec le but d'aider les gens plongés dans les plus grandes difficultés. Ça, c'est tout à fait inédit. À ce moment-là, après la crise aiguë du Darfour, se passe le tsunami. La mer qui envahit la terre. Des vagues dévastatrices qui ne laissent rien sur leur passage. Que ce soit en Inde ou ici au Sri Lanka, le plus violent séisme de ces 40 dernières années a emporté avec lui des milliers de vies humaines. Ce séisme d'une magnitude de 8,9 sur l'échelle ouverte de Richter a commencé en début de matinée au large de l'île de Sumatra. Des murs d'eau ont donc submergé des milliers de kilomètres de côte. Le dernier bilan provisoire fait état de plus de 11 000 morts. La Malaisie en compte 28. 9 États ont ressenti la secousse. Entre 4 et 5 000 Français se trouveraient dans ces zones dévastées. Et les premiers rapatriements sont prévus pour demain. Le grand tsunami qui frappe l'Asie du Sud-Est, qui choque énormément l'opinion mondiale, parce que les images sont absolument terrifiantes. Et par ailleurs, il y a énormément de touristes venus, notamment d'Occident, des Français, des Allemands, des Anglais, qui sont sur place et qui donc sont victimes, en premier lieu, de ce tsunami. Et ça crée une difficulté supplémentaire à la fois dans la médiatisation de ce qui se passe au Darfour, mais aussi de manière très pragmatique dans la mise à disposition d'une partie de l'aide qui est redirigée vers l'Asie du Sud-Est. Ah oui, le tsunami, ça mobilise toute l'attention, les médias, les ONG, les Nations Unies, les gouvernements, enfin vraiment, tout le monde a le regard braqué
notamment sur le Sri Lanka, alors que en fait le tsunami il a surtout frappé le nord de l'Indonésie. Et très rapidement il est apparu que les victimes humaines se divisaient en deux, les rescapés dont un certain nombre souffraient de petits bobos mais étaient finalement assez peu atteints, et puis les morts, mais entre les deux, peu de blessés sérieux, très peu de malades et surtout des zones intactes, si bien que la mobilisation des ressources locales était relativement facile, contrairement à une zone de guerre où c'est tout exactement le contraire. Bref, la mobilisation locale était à son comble, les dégâts humains étaient limités, en tout cas, ils ont causé beaucoup de morts, mais pour les morts, on ne peut pas grand-chose. Et ensuite, ça a été une espèce de mobilisation à vide, avec de fausses épidémies, avec de faux réfugiés, avec de faux moyens. Ça a été une énorme entourloupe. Je dis entourloupe, le mot est un peu fort, mais c'est pas escroquerie. Pour certains, il y avait peut-être une dimension, mais pour la majorité, c'était une entourloupe honnête, si j'ose dire. Eux-mêmes étaient aspirés par cette espèce de déchaînement de passion qu'avait causé le tsunami. Mais nos équipes sur le terrain, notamment plusieurs qui étaient des vieux routiers de l'aide d'urgence qui en avaient vu d'autres, nous disent y a rien à faire, enfin, c'est terminé. Et par contre, il y a 2 autres endroits où on meurt de faim. C'est le Niger et le Soudan, dans la province en guerre du Darfour. Et on a demandé à nos donateurs la permission de réorienter une partie du flux d'argent qui allait en Asie du Sud-Est vers le Soudan. Une fois l'aide redirigée vers le Darfour, la situation se stabilise. Mais ça ne va pas durer. Et dès l'année 2006, le conflit redémarre. Il y a à ce moment-là de nouvelles violences qui surgissent là, et les humanitaires sont sévèrement pris à partie. Il y a à peu près, par exemple, une centaine de véhicules des organisations humanitaires qui sont attaqués en chemin, si bien que la plupart des routes ne sont plus employables et que les humanitaires recourent aux hélicoptères de l'ONU pour se déplacer dans cette... Le Darfour, c'est grand comme la France. En gros, c'est une province du Soudan. En superficie, c'est la France. Donc, pour se déplacer d'un endroit à l'autre, il faut des heures et des heures de route, ou bien un hélicoptère. Les heures de route devenant, évidemment, trop dangereuses. Et donc, en 2006, il y a eu de très nombreuses attaques. Une partie des humanitaires a quitté, mais a suspendu ses opérations dans plusieurs endroits. Donc, ça a été un moment très difficile. Et puis, ça s'est à nouveau calmé, enfin, en tout cas, relativement apaisé, jusqu'à l'expulsion finale de la plupart des ONG, notamment de la section française de MSF, mais d'autres sections de MSF sont restées, on ne sait pas pourquoi. L'ordre est venu de Khartoum, suite à l'inculpation du général-président Omar el-Béchir par la Cour pénale internationale. Qu'est-ce qu'on leur reproche à ces organisations et notamment à la branche française d'MSF ? Pourquoi est-ce que cette mise en accusation retombe sur des humanitaires qui a priori n'ont pas grand-chose à voir avec tout ça ? On n'a jamais su. Le choix des organisations... En gros, une grosse moitié, un peu plus de la moitié des organisations humanitaires a été virée et plusieurs agences des Nations Unies. Ce qui est intéressant à relever, donc, c'est qu'il y a eu, d'une part, une sanction contre la communauté internationale, dont ce sont les ONG qui ont fait les frais. Et donc les bénéficiaires ou bénéficiaires supposés des ONG, puisque en gros, toutes ces ONG sont parties. Mais l'autre conséquence, elle est intéressante. C'est-à-dire, nous avons tous pensé que le départ des ONG allait avoir pour conséquence une résurgence de malnutrition et de maladies, et ça ne s'est pas produit. Et ça ne s'est pas produit parce que la situation avait considérablement changé, et c'est plutôt à un exode rural accéléré qu'à une fuite éperdue devant des guerriers tueurs qu'on avait affaire. Au fond, le grand exode, il date, comme je l'ai dit, il est entre 2003 et 2005. Mais une fois cette période critique passée, 2003-2005, quand ça se stabilise, eh bien on voit que ces grands camps de déplacés sont en train de devenir des zones urbaines marginales, des banlieues, des grandes villes,
du Darfour, car ces villes ont cru considérablement. À plusieurs reprises, on avait discuté à MSF du changement de pied que cela devrait susciter, mais que nous n'avons pas réussi à opérer, parce que c'est très compliqué. Par changement de pied, je veux dire que nous travaillons auprès de ces populations comme dans des camps de réfugiés, c'est-à-dire en apportant tout, les écoles, l'eau, la nourriture, les médicaments, etc. Mais peu à peu, c'était des populations qui devenaient tributaires, au fond, des autorités municipales et des autorités du gouvernorat, et qui donc ne relevaient plus du droit humanitaire, des mesures provisoires que l'on prend en situation de guerre, mais de mesures permanentes. C'est-à-dire que l'eau, c'était plus par des camions qu'elle devait arriver, mais c'était par le réseau, des adductions d'eau qui devaient être élargies. Les écoles, ça n'était plus par le truchement d'ONG spécialisées là-dedans, mais dans l'élargissement de la carte scolaire. Et la même chose pour les dispensaires, etc. Bref, il s'agissait d'intégrer cette nouvelle population à la population de ces villes, qui étaient d'ailleurs tout à fait prêtes à les accueillir, d'autant qu'en quelques années, des naissances avaient eu lieu, que les jeunes gens qui avaient grandi étaient scolarisés, n'étaient pas prêts à retourner dans un village où il n'y avait pas d'école, où il n'y avait pas de club vidéo, où on ne pouvait pas voir de films, etc. Donc, cette urbanisation, elle a lieu aussi dans les esprits, pas seulement dans des formes matérielles d'obligation de regroupement. Donc, d'une certaine manière, cette expulsion a été un soulagement. Parce que ce changement de position était extrêmement difficile à prendre pour nous comme pour pas mal d'acteurs humanitaires, étant donné que nous nous estimions correctement équipés, bien outillés à la fois mentalement et matériellement pour nous installer, pour aider une population dans des camps soumis aux conditions de guerre. Ça, c'était notre ordinaire, on sait faire ça. Mais aider cette même population dans son ampleur à s'intégrer à un dispositif urbain, ça, on ne savait pas par quel bout attraper le problème, et on ne savait pas par quel bout non plus se détacher du problème pour permettre que celui-ci commence à être pris en charge par des autorités municipales. Voilà de quel fardeau nous nous sommes débarrassés, ou plus exactement, la Cour pénale internationale nous a débarrassés en inculpant Omar el-Béchir, qui nous a chassés du Soudan. Donc cette année 2009 a été à la fois une année compliquée, parce qu'on a 2008-2009, on a été chassés du Soudan, on a eu des problèmes au Sri Lanka, au Niger également, donc c'était une année vraiment assez lourde, mais d'une certaine manière, ce départ forcé du Darfour a été quelque chose de salutaire, et il a montré que le processus d'intégration était déjà en cours, puisque notre départ du Darfour n'a pas été suivi de catastrophes sanitaires, sociales, démographiques et tout. Ce qui montre bien que depuis 2-3 ans, nous étions en surnombre. C'est la difficulté, souvent pour les organisations humanitaires, pour les ONG, de certes savoir quand est-ce qu'il faut intervenir, aller sur place, mais aussi savoir quand est-ce qu'il faut partir. En effet, d'ailleurs, ça mériterait à soi seul une autre conversation, un autre épisode. Mais disons que dans la plupart des cas, le problème est résolu d'une façon extrêmement simple. C'est la fin du budget accordé par un donateur, les organismes, disons, officiels qui assurent l'essentiel des moyens financiers des ONG. Eh bien, lorsque la donation s'arrête, le programme s'arrête. Alors, on habille ça souvent d'atours tout à fait acceptables, comme, eh bien voilà, tant de gens ont été formés, tant de projets ont été démarrés, maintenant c'est aux ONG locales de reprendre le relais, etc. En fait, c'est simplement parce que le budget s'arrête. Pour MSF, c'est différent, puisqu'on n'a pas de budget institutionnel, on n'a pas de donateur institutionnel, donc c'est nous qui décidons de l'arrêt, du transfert ou du maintien, de la continuation. Mais ça, c'est tout un autre sujet. Là, on n'a pas eu à trancher au Darfour, c'est le gouvernement soudanais qui a tranché pour nous. La guerre au Soudan, elle est repartie brusquement en avril 2023, lorsqu'a démarré un conflit qui a embrasé tout le pays, et notamment la province du Darfour. 1 an et demi de violence, de déplacements forcés, et une réponse internationale quasi inexistante en dehors des quelques ONG présentes sur place. Ce qu'on essaie de faire au Soudan,
Au moment où nous parlons, et depuis plusieurs semaines, et dans le contexte où les guerres de Gaza et d'Ukraine occupent une bonne partie de l'espace médiatique, de la scène publique, nous essayons de faire parler du Soudan, mais pas simplement pour que les gens soient conscients qu'il y a un conflit cruel qui se déroule au Soudan, mais il y a aussi plusieurs centaines de milliers de personnes déplacées, c'est des réfugiés internes qui ont fui les combats, qui ont fui les violences et qui dépendent de l'aide internationale. Et la raison pour laquelle MSF tente d'alerter le monde, et notamment les organismes onusiens qui sont chargés de l'aide alimentaire, comme le Programme alimentaire mondial, c'est pour les faire intervenir avec un but très concret. C'est pas simplement en faire parler, quoique même déjà en faire parler, parfois ça met les belligérants en situation d'être observés, et donc malgré tout de freiner sa violence, ses exactions. Mais la conséquence, disons, plus concrète encore, c'est le déclenchement d'une opération d'aide alimentaire. Donc c'est ce qui est actuellement en train d'être étudié. Merci à Ronnie Broman pour ses réponses et à MSF qui a coproduit avec nous cet épisode de Programme B, un podcast de Binge Audio réalisé par Mathieu Thévenon. On consacrera d'autres épisodes aux souvenirs de Ronnie Broman dans les mois qui viennent. D'ici là, tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis d'écoute préférées. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.